Bonjour, bonjour à tous. Alors, je fais rapidement l'appel, donc vous répondez sur le chat quand je dis votre nom. Allez, on y va. Ryan. Il n'est pas là, Ryan? Si, il est là. Parfait. Ensuite, Nina. Nina, il me semble que j'ai vu. Très bien. Ensuite, Pauline. Pas là, Pauline? Si. Parfait. Rudy. Toujours pas là, Rudy. Ensuite, Bichente. Pas là, Bichente. Ensuite, Jonas. Pas là non plus. Eden. Alix. Alix vient d'arriver. Alors, ensuite, Solal. Vincent. Pas là, Vincent. D'accord, Alix, pas de problème. Ensuite, donc on était à Vincent. Maximilien. Ok. Chahine. Très bien. Raphaël. Ok. Dilshan. Luc. Pas là, Luc. Louise. Adrien. Martin. Théo. Élise. Alan. Rémi. Constance. Sophie. Mélanie. Gabriel. Camille. Thomas. Alexandre. Pas là, Alexandre. L'autre Camille. Caroline. Mathias. Et Jeanne. Alors, il me semble que j'ai vu que Jamie nous a rejoint, c'est ça? Oui, ok. D'accord, pas de problème. Jonas, tu es là, d'accord, parfait. Donc, il nous manque Bichente, Luc et Rudy, si je dis pas de bêtises. Ok, donc on y va. Alors, aujourd'hui, on va faire un gros morceau. C'est le théorème fondamental de l'arithmétique. Donc, ça va être une séance qui va être un petit peu plus longue que les autres, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir dans ce chapitre, enfin dans cette séance. Mais une fois qu'on aura fait ça, on aura quasiment fini. Alors, le théorème fondamental de l'arithmétique, je vous donne l'énoncé. C'est l'énoncé suivant. Tout entier n au moins égal à 2 peut s'écrire comme un produit de nombres premiers, éventuellement réduit à un seul facteur. De plus, cette écriture est unique à l'ordre des facteurs près. Cette écriture s'appelle la décomposition de n en produit de facteurs premiers.
C'est un cours, bah, ça se terminera vers, je pense, un peu avant 16 heures. Entre 15h30 et 16 heures. Enfin, ça dépend de l'allure à laquelle on va, mais il faut qu'on fasse le cours plus les exercices. Alors, donc, plusieurs choses sur cet énoncé. Je vais expliquer ce que ça veut dire unique à l'ordre des facteurs près. Et j'insiste tout de suite sur une chose, c'est que ici, on accepte le fait qu'un nombre tout seul, par exemple 5, c'est un produit d'un seul nombre. Alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de produit, mais pour faire un produit, a priori, il faut au moins deux nombres. Mais par convention, on accepte qu'un nombre tout seul, c'est un produit d'un seul nombre. 3 fois 5, c'est un produit de deux nombres. 2 fois 3 fois 6, c'est un produit de trois nombres, etc. Et donc, avec cette convention, le théorème nous dit que tout nombre entier peut se décomposer comme un produit de facteurs premiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près? Par exemple, si je considère le nombre n égale 100, alors je peux, pour décomposer n égale 100 en produit de facteurs premiers, eh bien, je peux remarquer que déjà 100, c'est divisible par 2. Donc 100, ça s'écrit 2 fois 50. Puis, remarquez que 50 lui-même est divisible par 2, donc l'écrire 2 fois 25. Et puis, donc ça me fait que 100, c'est 2 fois 2 fois 25. Et puis, terminer en disant que 25, c'est 5 au carré, 5 fois 5. Donc finalement, n se décompose en 2 fois 2 fois 5 fois 5. J'ai bien écrit comme un produit de 4 facteurs premiers. Une autre façon de s'y prendre, ça serait de dire, bon, ben 100, c'est 10 au carré, c'est 10 fois 10. Or, 10, c'est 2 fois 5. Donc n, je peux l'écrire 2 fois 5 fois 2 fois 5. Donc ici et là, j'ai deux décompositions qui sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est l'ordre dans lequel j'ai mis mes nombres premiers. Là, j'ai mis 2 fois 2 fois 5 fois 5. Là, j'ai mis 2 fois 5 fois 2 fois 5. C'est la même décomposition, la seule chose qui change, c'est l'ordre. Donc c'est ça qu'on entend quand on dit qu'elle est unique à l'ordre des facteurs près. Donc c'est-à-dire que les facteurs qui apparaissent sont les mêmes. La seule chose sur laquelle on peut jouer, c'est l'ordre dans lequel on met ces facteurs. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, pour éviter ça, on va prendre l'habitude d'adopter deux conventions. La première, c'est qu'on ordonnera toujours les nombres premiers du plus petit au plus grand. Et ensuite, on rassemblera les puissances identiques en une seule puissance. Les facteurs identiques en une seule puissance. Et donc, avec ces conventions supplémentaires, il n'y a qu'une seule façon d'écrire 100, car un produit de facteurs premiers, c'est 2 au carré fois 5 au carré. Donc ça élimine le fait d'avoir l'ordre qui peut intervenir. Voilà. Alors, on va prouver donc ce théorème. Vicente nous a rejoint. Alors, on doit montrer à la fois l'existence et l'unicité. Donc, on doit montrer que tout nombre premier s'écrit comme un produit de facteur. Tout nombre, pardon, supérieur à 2 s'écrit comme un produit de facteur premier. Et on doit montrer que cette écriture est unique à l'ordre des facteurs près. Alors, on commence par l'existence. Donc, pour ça, on va raisonner par l'absurde en supposant que l'ensemble des entiers n supérieurs ou égal à 2, supérieurs ou égaux à 2, pardon, qui ne peuvent pas s'écrire comme un produit de nombre premier est non vide. Donc, je suppose qu'il existe au moins un nombre qui est supérieur à 2 qui n'est pas produit de facteur premier. Alors, comme E est une partie non vide de grand N, elle admet un plus petit élément petit n. Donc, petit n, ça serait le plus petit entier supérieur à 2 qui ne peut pas s'écrire comme un produit de facteur premier. Donc, comme n est au moins égal à 2, d'après la propriété 5 du cours, on sait que n admet un facteur premier p. Donc, ça veut dire, alors, si n était égal à p, et bien du coup, n serait le produit d'un seul facteur premier, p lui-même, et ça serait contradictoire avec le fait que n appartient à E. Donc, n ne peut pas être égal à p. Donc, ça veut dire que p, c'est un diviseur strict de n, il est strictement inférieur à n. Et donc, ça veut dire que n, je peux l'écrire p fois m, avec m un entier au moins égal à 2. Au moins égal à 2 parce que p est strictement inférieur à n. Mais alors, du coup, comme p est strictement plus grand que 1, puisque p c'est un nombre premier, m ne peut pas être égal à n. Donc ça veut dire que m est strictement inférieur à n. Mais n, on a dit ici que c'était le plus petit élément de E. Donc comme n est le plus petit élément de E et que m est plus petit strictement que n, ça veut dire que m n'appartient pas à E.
Et donc, si M n'appartient pas à E, ça veut dire qu'il peut s'écrire comme un produit de nombres premiers, puisque M, c'est un nombre supérieur ou égal à 2 qui n'est pas dans E, donc il est produit de facteurs premiers. Donc je peux écrire M sous la forme P1, P2, etc., Pk, où P1, P2, Pk sont des nombres premiers. Mais alors, mon nombre N, qui est égal à P fois M, est égal à P fois P1 fois P2, etc., fois Pk. Et donc, il peut s'écrire comme un produit de facteurs premiers. Ce qui est absurde, puisqu'on a supposé qu'il n'était pas produit de facteurs premiers. Donc, ça veut dire que l'ensemble E est vide, et donc tout nombre supérieur à 2 s'écrit bien comme un produit de facteurs premiers. Des questions sur cette première partie de la démonstration? Non? Donc, en gros, l'idée de cette démonstration, c'est de dire, si j'avais un nombre qui ne pouvait pas s'écrire comme un produit de facteur premier, je pourrais toujours lui trouver un diviseur premier, et donc j'obtiendrais un quotient qui lui-même aurait un diviseur premier, et en réitérant ça, je finirais par décomposer mon nombre en produit de facteur premier. C'est d'ailleurs ce qu'on va utiliser d'un point de vue algorithmique pour trouver cette décomposition tout à l'heure. Alors, deuxième partie, il faut qu'on montre l'unicité. Donc l'unicité, ça veut dire qu'il faut qu'on montre que si un nombre n peut s'écrire à la fois P1 alpha 1, P2 alpha 2, Pk alpha k, et aussi Q1 bêta 1, Q2 bêta 2, Ql bêta L, avec P1 plus petit que P2 plus petit que Pk, Q1 plus petit que Q2 plus petit que Ql, des nombres premiers, et les alpha i et les bêta i qui sont les entiers naturels, alors il faut qu'on montre que déjà il y a autant de nombres premiers dans l'un que dans l'autre, donc il faut qu'on montre que k est égal à L. Ensuite, il faut qu'on montre que les nombres Q1, Q2, P1, P2, Pk sont égaux à Q1, Q2, Qk. Et enfin, que les puissances alpha 1, alpha 2, alpha k sont égales à bêta 1, bêta 2, bêta k. D'accord? Donc là, j'ai pris tout de suite la convention qui fait que, avec cette convention d'écriture, il y a unicité vraiment. Hein. Il n'y a pas de problème d'ordre, puisque là, j'ai pris mes nombres premiers dans l'ordre croissant et j'ai rassemblé les puissances identiques. Donc, il n'y a qu'une seule façon d'écrire mon nombre comme produit de facteur premier, si elle existe. Enfin, c'est ce qu'on va montrer, qu'il n'y en a pas deux, quoi. Mais là, il n'y a plus de problème d'ordre. Alors, pour ça, donc, je considère un i entre 1 et k. Et alors, par définition, pi, c'est un facteur premier de n, donc il divise n. Mais n, il s'écrit q1 bêta 1, q2 bêta 2, ql bêta l. Donc pi divise ce produit. Mais on a vu la semaine dernière, c'était le corollaire 17, un corollaire du lemme d'Euclide, que quand un nombre premier divisait un produit de facteurs premiers, alors il était forcément égal à l'un de ces facteurs premiers. Donc si pi divise ce produit qui n'est fait que de nombres premiers, alors ça veut dire que pi est forcément égal à l'un des nombres premiers qui est ici. Donc il existe un j entre 1 et l quelque part, tel que pi égale qj. Alors en faisant le raisonnement dans l'autre sens, si vous prenez un j entre 1 et l, vous allez avoir que qj va diviser ça, donc il va diviser n, donc va diviser le produit P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2, etc. Et donc, de manière symétrique, vous allez avoir qu'il existe un certain entier i tel que qj égale pi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les nombres pi qui apparaissent dans la décomposition de n font en fait partie des qj, et qu'inversement, tout nombre qj qui apparaît ici dans la décomposition de n fait partie des pi. Donc ça me dit que l'ensemble P1, P2, Pk est égal à l'ensemble Q1, Q2, Ql. Hein, autrement dit, j'ai les mêmes nombres premiers dans l'une ou dans l'autre des décompositions. Donc en particulier, ça implique qu'il y a le même nombre de nombres premiers qui apparaissent. Ça implique que K égale L. Hein. Si j'ai deux ensembles qui sont égaux, ça veut dire que ces deux ensembles, ils ont le même nombre d'éléments. Donc en fait, Pk égale Ql. K égale L, pardon. Et en plus, comme j'ai ordonné mes nombres dans l'ordre croissant, le plus petit de cet ensemble est égal au plus petit de cet ensemble, mais le plus petit ici c'est P1, le plus petit ici c'est Q1. Donc P1 égale Q1, P2 égale Q2, etc. Donc en fait, pour tout i, Pi égale Qi. Donc le fait que j'ai l'égalité de ces deux ensembles me prouve à la fois que K est égal à L et que chaque Pi est égal au Qi avec le même indice i. Alors il nous reste à montrer que les puissances sont égales. Donc ce que je sais, c'est que P1 alpha 1, P2 alpha 2, Pk alpha k égale, là j'ai remplacé les Qi par les Pi, hein, puisque je sais que Pi égale Qi pour tout i. Donc j'ai P1 alpha 1, P2 alpha 2, Pk alpha k égale P1 bêta 1, P2 bêta 2, Pk bêta k. Donc il me reste à montrer que les puissances sont égales. Pour ça, je vais prendre un nombre i entre 1 et k, et quitte à échanger alpha i et bêta i, je peux toujours supposer par exemple que alpha i est inférieur ou égal à bêta i. Si jamais ce n'est pas le cas, j'échange le rôle de alpha i et de bêta i,
et ça revient au même. Alors, si je considère cette décomposition-là, n égale P1 alpha 1, P2 alpha 2, Pk alpha k, et que je divise tout ça par Pi alpha i, donc en divisant par Pi alpha i, par exemple, imaginons que mon i ce soit 1. Si je divise ici par P1 alpha 1, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va supprimer ce facteur-là. Ce facteur, il va disparaître. Et donc, dans n, j'aurai plus que ça, P2 alpha 2, etc., Pk alpha k. Et donc, j'obtiendrai un nombre qui n'est plus divisible par Pi, en l'occurrence par P1 ici. Puisque P2 n'est pas égal à P1, P3 n'est pas égal à P1, Pk n'est pas égal à P1, et on sait qu'un produit est divisible par un nombre premier si et seulement si un de ces facteurs est divisible par ce nombre premier. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc si je divise n par Pi alpha i, j'obtiens un produit de nombre premier qui ne contient plus Pi. Et donc ce produit n'est pas divisible par Pi. Mais d'un autre côté, n, je sais qu'il est égal à P1 bêta 1, P2 bêta 2, Pk bêta k. Donc si je divise ce produit ici, le produit qui est là, si je le divise par Pi alpha i, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir un produit de facteur premier, et dans ce produit, quelque part, j'ai Pi, et la puissance de Pi, du coup, comme j'ai divisé par Pi alpha i, ça va devenir Pi puissance bêta i moins alpha i. Mais le nombre n que j'ai ici, c'est le même nombre n que j'ai là. Donc ça veut dire que ici, le nombre Pi ne doit plus apparaître, puisque j'ai dit que ici, Pi n'apparaissait pas. Donc si Pi n'apparaît plus dans cette décomposition quand je divise par Pi puissance alpha i, il ne doit plus non plus apparaître dans cette décomposition quand je divise par Pi alpha i. Donc ça veut dire que la puissance ici, quand j'ai divisé par Pi alpha i, la puissance de Pi doit être nulle. Donc ça veut dire que bêta i moins alpha i doit être égal à 0, et donc ça veut dire que alpha i doit être égal à bêta i. Et donc ça c'est vrai pour n'importe quel i, donc j'ai bien prouvé que ma forme est unique. En gros, l'idée, c'est que si dans ces deux décompositions, j'avais par exemple ici une puissance alpha i qui était 5, et ici une puissance bêta, enfin, alpha 1, disons, qui est égale à 5, et ici bêta 1 qui est égal à 3, ben, je pourrais tout diviser par P1 au cube. Ici, j'aurais plus de P1, mais ici, j'aurais encore P1 au carré. Et ça, c'est pas possible, parce que ça voudrait dire que ça, c'est divisible par P1, alors que ça serait plus divisible par P1. Donc ça prouve l'unicité, et c'est basé fondamentalement sur le fait qu'un nombre premier divise un produit de facteurs si et seulement si il divise l'un des facteurs du produit. Des questions? Ok, donc on a prouvé notre théorème fondamental de l'arithmétique. Alors, donc ce théorème fondamental, en gros, il nous permet de tout ramener au nombre premier. C'est en ça qu'il est fondamental. Il permet de dire tout nombre, je vais pouvoir le décomposer en produit de facteurs premiers. Et en fait, tout ramener à ce que je sais sur les nombres premiers. Alors, ça fait que parfois, on dit de façon imagée que les nombres premiers, ce sont les briques de l'arithmétique. Les briques, c'est les éléments élémentaires à partir desquels on construit les maisons. Enfin, en tout cas, on construisait les maisons. Eh bien, les nombres premiers, c'est pareil. C'est les éléments élémentaires à partir duquel on peut construire tous les nombres en les multipliant entre eux. Et ces nombres, on peut aussi les appeler les atomes de l'arithmétique. Hein. À partir des atomes, on fait les molécules, et c'est des choses qu'on ne peut pas diviser en des sous-atomes, entre guillemets. Bon, ben, c'est la même idée, hein. Un nombre premier, vous ne pouvez pas le diviser en quelque chose de plus petit, et par contre, en rassemblant tous les nombres premiers, en les multipliant entre eux, vous fabriquez tous les entiers. Bon, ça c'est le côté existence de la décomposition, mais en plus, ça nous montre qu'il n'y a qu'une seule façon de le faire, hein, c'est l'unicité. Alors, comment fait-on concrètement pour décomposer un entier en produit de facteurs premiers? Donc, je prends par exemple 4312. Alors, l'idée, ça va être ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va trouver un nombre premier qui divise ce nombre, faire la division, puis recommencer avec le quotient, et on recommence comme ça tant qu'on peut. Donc, de façon algorithmique, on va chercher quel est le plus petit nombre premier qui divise 4312. Bon, ça, c'est facile. 4312, ça se divise par 2. Donc, je vais écrire comme ça. 4312, je tire un trait, et là, je vais mettre les nombres premiers qui le divisent. Donc, je commence par le plus petit qui est 2. Je fais le calcul. 4312 divisé par 2, ça me donne un quotient égal à 2156. Je recommence avec 2156. Quels sont ses facteurs premiers? Enfin, quel est son plus petit facteur premier? C'est 2. Donc, je mets 2 ici et je fais la division. J'ai un quotient qui vaut 1078. Je recommence. 1078 est à son tour divisible par 2.
je fais la division, j'ai un quotient qui vaut 539. 539, lui, c'est un nombre impair, donc il n'est plus divisible par 2. Donc, je passe au nombre premier suivant, qui est 3. Est-ce que 539 est divisible par 3? La réponse est non, parce que la somme des chiffres n'est pas divisible par 3. La somme des chiffres, elle fait 17. 17 n'est pas un multiple de 3, donc ça, c'est pas divisible par 3. Donc, je passe au nombre premier suivant. 5. Est-ce que ça, c'est divisible par 5? Évidemment non, puisque ça se termine ni par 0 ni par 5. Donc, je passe au nombre premier suivant, qui est 7. Est-ce que 539 se divise par 7? Bon, ben, je prends ma calculatrice et je m'aperçois que oui. Et ça fait 7 fois 77. Donc, maintenant, je regarde 77. Alors, évidemment, il est inutile de chercher est-ce que 77 est divisible par 2, par 3 ou par 5. Hein, s'il y avait eu 2, 3 ou 5, on l'aurait déjà trouvé avant. Donc, on reprend là où on s'est arrêté, c'est-à-dire à 7. Est-ce que 77 est divisible par 7? Oui. Donc, je le divise par 7. Ça fait 11. Et là, je continue. Alors, je peux tout de suite remarquer que 11 est premier, donc ça va s'arrêter, en fait. C'est pas divisible par 7, donc je passe au nombre premier suivant qui est 11. C'est divisible par 11. J'ai un reste qui vaut 1. Et là, on s'arrête, puisque 1, il n'est pas supérieur ou égal à 2. Hein, donc, mon algorithme s'arrête. Je peux continuer mon algorithme tant que ce qui est ici, dans la colonne des quotients, est plus grand que 2. Et quand j'arrive à 1, ça s'arrête. Et donc, ce qu'on a prouvé, c'est que ça s'arrêtera toujours et que les chiffres, plutôt les nombres que vous allez obtenir ici, sont uniques. Il n'y a pas plusieurs façons de les écrire. La seule chose sur laquelle vous pouvez jouer, c'est que j'aurais pu commencer par diviser par 11. Mais si je fais ce que j'ai dit, c'est-à-dire si je prends les diviseurs premiers dans l'ordre, eh bien j'obtiendrai cette décomposition et cette unique décomposition. Et donc la décomposition de 4312, c'est 2 au cube fois 7 au carré fois 11. Des questions sur cet exemple? Non? Alors on continue avec une définition importante, une notion importante, qui est la notion de valuation p-adique. Alors je considère un entier n au moins égal à 2 et p un nombre premier quelconque. Alors la puissance de p dans la décomposition de n en produit de facteurs premiers, c'est ce qu'on appelle la valuation p-adique de n, et on va la noter v indice p de n. Alors, par exemple, on a vu que 4312, ça s'écrivait 2 au cube fois 7 au carré fois 11. Donc ça veut dire que la valuation 2-adique de 4312 est égale à 3. C'est-à-dire la puissance de 2 dans le nombre 4312, c'est 3. De la même façon, la valuation 11-adique de 4312, ça va être 1, puisque dans 4312, 11 n'apparaît qu'une fois. Alors évidemment, il se pourrait qu'un nombre premier n'apparaisse pas dans la décomposition du nombre. Par exemple, si je prends 5, ce nombre-là n'est pas divisible par 5. Bon, ben dans ce cas-là, on va convenir que si P n'apparaît pas dans la décomposition d'un entier, alors sa valuation P-adique, c'est 0. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il serait puissance 0. Et de plus, on convient, on le pose par convention, que pour tout nombre premier P, la valuation P-adique de 1 est égale à 0. D'accord ? Vous pouvez aussi voir la valuation p-adique comme la plus grande puissance possible de p, telle que p puissance ce nombre divise n. Donc, par exemple, ici, 4312, c'est divisible par 2, c'est divisible par 2 au carré, c'est divisible par 2 au cube, mais ce n'est pas divisible par 2 puissance 4. Donc, la plus grande puissance de 2 qui divise 4312, c'est 2 au cube. La plus grande puissance de 11 qui divise 4312, c'est 11 puissance 1. D'accord? Donc la valuation p-adique, ça peut aussi se voir comme ça, comme étant la plus grande puissance du nombre premier qui divise n. Alors, on a un lemme fondamental qui nous dit que pour tout entier naturel non nul, petite n et petite m, la valuation p-adique du produit, c'est la somme des valuations p-adiques. Tout ce qu'on va faire par la suite va être basé sur ce lemme. Alors pourquoi? Donc, par définition, je sais que n va s'écrire p puissance valuation p-adique de n fois n', où n' est un nombre qui n'est pas divisible par p, puisque si n' était divisible par p, eh bien je pourrais augmenter la puissance ici, ce qui n'est pas possible puisque la valuation p-adique, c'est la plus grande puissance possible que vous pouvez mettre de p en facteur dans n. Donc n va s'écrire p puissance valuation p-adique de n
fois un nombre n' qui n'est pas divisible par p. Et même chose pour m. M, il s'écrit p fois p puissance valuation p-adique de m fois un nombre m' qui n'est pas divisible par p. Donc, quand je vais écrire n fois m, avec cette écriture-là, ça me donne p fois valuation p-adique de n fois n', puissance valuation p-adique de n fois n', multiplié par p puissance valuation p-adique de m fois m'. Donc, par propriété des puissances, je peux dire que c'était p puissance la valuation p-adique de n plus la valuation p-adique de m, et il me reste m' fois n'. Donc, on voit bien ici que les valuations p-adiques s'ajoutent, mais attention, qu'est-ce qui m'assure que là-dedans, je ne vais pas avoir un p qui apparaît? Eh bien, ce qui m'assure ça, c'est toujours la même propriété, c'est le corollaire 18. On sait que un nombre est premier avec un produit si et seulement si il est premier avec chacun des facteurs. Or, on sait que P est premier avec n' et avec m', donc il est premier avec le produit. Et donc, il ne divise pas ce produit. Puisque c'est un nombre premier, hein. Être premier, ça équivaut à dire qu'il ne divise pas. Donc, la valuation p-adique du produit, là j'ai fait une coquille, c'est un n ici. C'est pas un m. Il faudra que je corrige. Donc, valuation p-adique de n fois m, c'est valuation p-adique de n plus valuation p-adique de m. Au passage, s'il y en a qui avaient téléchargé le polycopier du chapitre 5 en entier, j'ai mis une version à jour dimanche. J'ai corrigé pas mal de coquilles. Donc, dans la première version, il y a pas mal de coquilles, notamment dans cette partie qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc là, sur le site, vous avez en ligne la dernière version qui est à jour, mais qu'il faudra que je corrige encore, vu cette petite coquille. Alors, propriété 17, qui va découler de ce qu'on vient de faire, on va pouvoir caractériser la divisibilité en termes de valuation p-adique. Soit a et b, deux entiers supérieurs ou égaux à 1, alors l'entier b divise l'entier a, si et seulement si pour tout nombre premier p, la valuation p-adique de b est inférieure ou égale à la valuation p-adique de a. Donc pour qu'un nombre en divise un autre, il faut et il suffit que pour tout nombre premier p, la valuation p-adique de b soit plus petite que la valuation p-adique de a. Alors, démonstration. Supposons que b divise a. Alors, si b divise a, ça veut dire que je peux l'écrire b fois un certain nombre d, où d est un entier supérieur ou égal à 1. Alors, j'utilise mon lemme 26, et je peux dire que la valuation p-adique de a, dans ce cas-là, c'est la somme des valuations p-adique de b et de la valuation p-adique de d. Mais la valuation p-adique, c'est un nombre qui est toujours positif. C'est un nombre qui est toujours positif par définition, c'est un antinaturel. Hein. Même quand d égale 1, on a posé 0. Donc c'est toujours supérieur ou égal à 0. Donc ce nombre-là est toujours au moins égal à 0. Donc cette somme est toujours supérieure ou égale à la valuation p-adique de b. Donc j'ai bien prouvé que si b divise a, alors la valuation p-adique de a est au moins égale à la valuation p-adique de b. Alors réciproquement, supposons que pour tout nombre premier p, la valuation p-adique de b soit inférieure ou égale à la valuation p-adique de a. Alors déjà, première constatation, ça impose que tout nombre premier qui apparaît dans la décomposition de B apparaît aussi dans celle de A. Pourquoi? Parce que si vous avez un nombre premier qui apparaît dans la décomposition de B, ça veut dire que ici, sa valuation p-adique, elle vaut au moins 1, mais donc du coup, la valuation p-adique de A vaut aussi au moins 1, et donc ça veut dire que P divise A. Donc que P apparaît dans la décomposition de A. Du coup, si j'écris la valuation p-adique de A si j'écris A comme ça, P1 valuation P1 addict de A, P2 valuation P2 addict de A, etc. Alors, je vais pouvoir aussi écrire B de la même façon, avec pas plus de nombres premiers ici. Puisqu'on a dit que tout nombre premier qui apparaissait dans la valuation p-adique de B apparaît forcément dans celle de A. Donc si j'écris ici celle de A, je ne peux pas avoir un nombre pk plus 1 qui apparaisse ici. Alors par contre, rien ne me dit que là, toutes les puissances sont non nulles. Hein. Peut-être que j'ai cette puissance qui est nulle, ou peut-être que j'ai cette puissance qui est nulle, peu importe. Ça, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas un nombre premier pk plus 1 qui apparaîtrait dans B qui n'est pas dans A. Ça, c'est pas possible. Alors, je vais calculer le quotient A sur B. Donc je calcule le quotient sur B en remplaçant les nombres par leur décomposition. Alors, quand je dis leur décomposition, j'exagère un peu parce que ça, c'est pas forcément exactement la décomposition, puisqu'il se peut qu'il y ait des puissances qui soient nulles là-dedans. Mais leur pseudo-décomposition. Ça, du coup, je peux faire les quotients. Donc les quotients, ça me fait des différences de puissance. Mais mon hypothèse ici, c'est que
pour tout nombre premier, valuation p-adique de A est plus grande que valuation p-adique de B. Donc ça veut dire que dans ce quotient, toutes les puissances qui apparaissent, elles sont toutes positives, puisqu'à chaque fois, j'ai valuation pi-adique de A qui est plus grande que la valuation pi-adique de B. Donc toutes les puissances sont positives, et dire que dans ce produit, toutes les puissances sont positives, ça revient à dire que ce nombre est un entier, puisque c'est un produit de puissance positive d'entiers.